This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster, votre host David Gilbert. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui fait vraiment partie de ma vie, en fait, qui a fait partie de ma vie beaucoup, puis c'est de comment faire attention aux crises de rats dans ta vie. OK? J'en ai eu quelques-uns dans les débuts de ma vie d'entrepreneur. Et puis, je vais vous conter l'histoire au complet. Puis après ça, je vais vous donner des trucs pour les flairer, ces rats-là. OK? Fait que ça va comme suit. J'avais 21 ans. Je venais de quitter, non, en fait, je venais de finir mon DEP en charpenterie et menuiserie. De Saint-Georges, je pars à Gatineau travailler. Je travaille là quelques mois, on va dire 5-6 mois, je crois. Et puis, je faisais des runs aux 2 semaines. Quand je redescendais, je me faisais souvent tatouer. Et je me suis lié d'amitié avec la personne qui me tatouait. Et puis, à force de parler, il me présentait ses idées, puis il me parlait de sa vision qu'il avait d'ouvrir une entreprise de tatouage, en fait, d'ouvrir un salon de tatouage et de faire une convention de tatou à Lévis. Donc, après plusieurs discussions, j'ai décidé d'embarquer. OK? Puis comment que je suis embarqué, asti, c'est malade comment que je suis embarqué là-dedans. Je me suis fait vendre un hostie de rêve, les gars. Écoutez ça. Il me dit, écoute, Dada, il m'appelait Dada parce que c'était mon surnom. Il me dit, écoute, Dada, on rouvre le salon de tatou, on met ça dedans, il va y avoir ça, on fait une convention. Il dit, ça coûte 25 000 par personne. Puis on était supposé, je pense, d'être 4 investisseurs. OK. Finalement, au travail des semaines, les autres investisseurs n'ont pas embarqué, sont partis. Puis, je me suis retrouvé à être le seul investisseur avec Dave, en fait, qui a embarqué dans dans cette aventure. Je dis: «Parfait, je l'ai le 25 000». Moi, j'avais ça cash en dessous de mon matelas dans le temps que j'étais legit à 100 Fait que je sors ça de mon matelas, j'apporte ça à Dave. Le gars s'appelait Dave et esti, on signe pas de papier, rien. Pas de convention d'actionnaire. Moi, je donne 25 000 cash, puis je dis: «Parfait, j'embarque avec toi». Puis tu sais, dans ce temps-là, je voulais tellement être dans un projet légal d'entreprise que je m'étais laissé aveugler par la manière comment il me présentait le projet puis de la manière qu'il parlait. C'était tellement un bon parleur que moi, j'étais comme: «OK, parfait, j'ai 21 ans, on s'associe, moi, je fais ça avec toi». Fait que là, on rouvre le salon de tatou à Lévis, on trouve un local, on rénove. Et puis, tu sais, moi, je n'étais pas tatoueur. Fait que je m'occupais de l'administration en tant que telle, puis je m'occupais d'organiser le Ink and Road, la convention de tatou. Mais, de un, le Ink and Road, ben, on n'avait aucune année de fête. Donc, tu sais, quand tu organises quelque chose, c'est à l'événement que l'argent rentre. Pendant l'année, tu en dépenses, mais il n'en rentrait pas. Donc, je recevais aucun argent de ça. Et je recevais pas d'argent non plus du salon de tatouage parce que, tu sais, je m'occupais de l'administration. Mais en fait, ça roulait pas nécessairement assez pour que, pour que je puisse me sortir un salaire à ce moment-là. Donc, je travaillais aussi comme serveur au Blackstone à Québec. Je travaillais comme serveur de nuit et je travaillais pas tant que ça parce que je voulais me concentrer le plus possible à l'organisation du Ink and Road, qui était la convention de tatou, qu'on travaillait dans ce temps-là. Donc, je faisais quoi? 2-3 chiffres par semaine. Vous comprendrez que c'était un salaire très maigre. Je vivais quand même assez pauvre dans ce temps-là. Je m'en souviens, j'avais passé l'hiver en minivan, tailleur d'été, finirait de NASCAR. Man, c'était fucking dangereux. Puis je dormais chez un de mes chums à Québec parce qu'en fait, le salon était à Lévis. Puis j'avais un bureau dans le salon, fait que je travaillais sur l'organisation du Ink and Road dans ce bureau-là. Fait que je restais à Québec, chez un de mes chums, je couchais sur un matelas gonflable à terre, asti le matin, man, j'avais tellement mal dans le dos.
Je me levais, puis j'avais le dos barré parce que le matelas gonflable descendait du câlisse tout le temps. Mais c'est pas grave, j'ai une idée en tête, c'est de faire Link and Road, puis de me concentrer sur l'organisation. Moi, j'ai jamais fait ça, OK? Organiser une convention de tatou. J'ai 21, 22 ans. La première affaire que je fais, je tape sur Google. Comment organiser un événement? Je me mets à lire. OK, besoin de commanditaires. Parfait. Comment aller chercher des commanditaires? Fait que tranquillement, pas vite, l'événement se concrétisait. Puis la manière dont ça fonctionnait, c'est que Dave et sa femme, dans le temps, s'occupaient du côté tatouage parce qu'évidemment, il y avait plus de contacts que moi dans ce monde-là. C'était des tatoueurs. Mais moi, je m'occupais de tout le reste. Puis on va dire le côté tatouage, c'est comme maximum 30% d'une convention de tatou. Après ça, tu as la location de l'endroit, la location de tout le matériel que ça va te prendre, booker les shows de musique, booker tout ce qui est commanditaire, louer le matériel et vendre tout ce qui est les booths là, de vendeurs. Parce qu'en fait, nous autres, comment que ça marchait, c'est qu'on louait le centre des congrès à Lévis. On avait 200 tatoueurs exposants à l'intérieur. Puis à l'extérieur, on avait une scène, il y avait des shows de musique, des exposants qui vendaient, exemple, euh, des trucs reliés au tatouage. Il y avait aussi Brave and Bird qui vendait des accessoires pour la barbe et pas vice-versa, mais etc. Il y avait beaucoup de choses qui se vendaient. Il y avait aussi des exposants automobiles, des chars antiques, des hot rods, il y avait des bikes. Donc, c'était vraiment un custom culture show avec du tatouage. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire outre que le tatouage. Fait que vous comprendrez que moi, je passais environ 45-50 heures semaine à organiser ça. Plus, je travaillais dans mon autre job qui était serveur au Blackstone. Pendant ce temps-là, ce style de trou de cul-là de Dave, que j'ai pas peur de nommer, lui, il tatouait, en fait. Il tatouait, puis il faisait son argent. Il faisait quand même beaucoup d'argent en tatouant. Et puis, l'organisation du Ink Road n'y prenait pas beaucoup de temps. Donc, c'était comme moi qui se retrouvais là-dedans à vivre un petit peu pauvre. Et, asti, c'est vrai, j'ai oublié de vous compter, OK? Je fais une parenthèse, mais au moment où j'ai donné le 25 000 cash, OK? Je pense que c'était, dans ce temps-là, on était en juin, non, en mai. En juin, on s'en va à Toronto parce que on avait décidé de commencer Lincoln Road. Donc, on faisait toutes les conventions à travers le Québec pour aller exposer notre nouveau projet. On arrive à Toronto, puis tu sais, dans ce temps-là, je venais d'y donner un gros montant. J'avais plus nécessairement de revenus parce que là, je m'étais investi, j'avais lâché la construction, puis j'avais dit, OK, let's go, j'embarque à 100%. Et puis, je m'étais investi à 100% là-dedans. Fait que pas trop d'argent, je décide d'aller à Toronto quand même. Et puis, de moment donné, on est aux danseuses, moi puis Dave, esti, on a une couple de danseuses qui nous dansent dessus. Puis lui, man, il dit hey, il n'y a pas de trouble, je vais payer. Il met la main dans son sac, puis il sort des palettes de cash, esti, puis il donne ça aux danseuses. Je suis comme. Dans ce temps-là, dans ce temps-là, je n'avais pas catché, mais c'était mon hostie d'argent qu'il dépensait. Qu'on n'avait pas signé de convention d'actionnaire. Bref, parenthèse fermée. Je vivais quand même justement un moment stressant au niveau monétaire, mais dans ce temps-là, je ne le sentais pas. Tu sais. Tout ce que je voulais, c'était réussir Lincoln Road, puis je ne sentais pas le stress nécessairement à cet âge-là. Donc, un an passe, parce que ça a pris un an à organiser la première édition du Lincoln Road. On faisait ça dans le mois d'août, si je ne me trompe pas. Un an passe, l'organisation est prête. Il manque une affaire, 40 000 OK? Je ne me rappelle plus pourquoi il manquait 40 000. Mais j'ai été capable d'aller voir un ami à moi puis d'y vendre l'idée parce que Dave me vendait tellement fort l'idée que ça allait réussir et qu'on allait rentrer dans notre argent. Malheureusement, quand tu fais d'événementiel, tu es dépendant de la température. Donc là, tu ne sais jamais. OK, oui, le côté tatouage en dedans, c'est correct, mais où ce qu'on faisait notre argent, c'est dans les entrées. Fait que là, on est à, je crois, on est à comme 2-3 semaines d'événement. Il nous manque 40 000 pour booker tout. Je trouve le 40 000 à un ami proche à moi qui dit hey, j'ai peut-être de l'argent à investir. Donc, je lui vends l'idée parce que Dave m'avait tellement vendu l'idée forte que ça allait fonctionner que
je l'avais cru, puis j'avais vendu l'idée à un ami à moi très proche qu'aujourd'hui, je regrette absolument de l'avoir embarqué là-dedans. Bref, donc on fait l'événement. Guess what? Il y a de la crise de pluie. Fait que je crois qu'on avait eu quand même 5000 personnes, je pense, pour la fin de semaine. Donc, on faisait ça vendredi. Ça rouvrait, je crois, à comme 4-5 heures, samedi et dimanche. Donc, 5000 personnes pour la première édition. Quand même pas si mal. Par contre, ça a plus été un succès, on va dire, public, puis niveau achalandage que niveau financier. Parce que niveau financier, guess what? On est arrivé à 40 000 dans le trou. Donc, qu'est-ce que je fais pas? Si je me retourne vers mon chum, après d'avoir parlé à Dave, que lui, hey, écoute, on recommence une deuxième édition, là, tu vas voir, ça va être malade, la deuxième va être payante, blablabla. Fait que là, on va voir mon chum, je dis, écoute, pour l'argent qu'on te doit, on va vendre des parts, on refait une deuxième édition, on va aller te rembourser avec la deuxième édition. Fait que c'est good, ça passe, on vend des parts à mon chum, il embarque dans la compagnie. Après ça, on repart pour l'organisation de la deuxième édition. Mais entre-temps, cette année-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rouvre un salon de tatou à Saint-Georges et on décide d'y amener du barbier parce qu'il n'y avait aucun barbier dans ce temps-là en Beauce. Puis ça commençait à devenir populaire à Québec, avec Crown. Donc, on rouvre un salon de tatouage à Saint-Georges. J'appelle mon chum Bob, esti, je dis « Hey, ça te tente-tu d'être barbier? » Bob, il me dit « Ben ouais, pas de trouble. » Fait que là, on fait notre formation, je deviens barbier, donc ça me permet de quitter le Blackstone, puis de rester dans le business et d'avoir des revenus quand même stables, on va dire. Au début, c'était quand même tough, mais à un moment donné, ils sont venus qu'à être stables pour me concentrer à juste travailler dans notre business. Donc, cette année-là, on rouvre le barbier, on a le tatouage aussi à Saint-Georges, puis on a la deuxième édition du Ken Road que je travaille, mais on a aussi une autre convention de tatou qu'on décide d'organiser cet été-là. En fait, que Dave m'avait vendu l'idée que Chris fallait tellement le faire pour avoir une belle réputation puis des vues ailleurs. Donc, on décide d'organiser le Montreal Inc. à Montréal. Fait que ça, c'était comme juste une convention de tatouage. On louait le théâtre Saint-James, puis il n'y avait aucun extérieur, c'était que de l'intérieur. On louait le théâtre Saint-James, puis on a fait une convention de tatou. 4 jours pour David de Coke and Gin. Asti que c'était le party dans ce temps-là. Je m'en souviens. Asti comme c'était hier. Je dormais 2-3 heures. J'avais sniffé toute la nuit. Puis, je dormais 2-3 heures. Je me relevais. Je repartais dans le crowd. On recommençait. On redébouchait du gin. On refaisait une coupe de ligne pour être parti. Puis, asti que c'était le fun. Bref, ça a été. Le Montréal Inc. était, je crois, 3 semaines avant la deuxième édition du Ken Road. Le Montréal Inc. a été encore là un beau succès public, belles images à montrer, mais quand même, niveau financier, ça n'avait pas été un grand succès. Donc, 3 semaines après, on repart. 4 jours Ken Road. 4 jours de gros crises de party encore à ne pas se coucher à moitié avec tous mes chums. Dans ce temps-là, on avait quoi? On avait 23-24. Puis, tu sais, c'était un tabarnak de party. C'était vraiment le fun. J'avais été capable, la deuxième année, justement, la deuxième édition, j'avais apporté Monster comme commanditaire. Puis, le commandite, c'était des shows motocross dans le parking. Qui avait amené 2 rangs, puis il y avait des shows motocross dans le parking durant la journée. C'était incroyable. Vraiment des belles images de ça. Mais ce qui avait arrivé dans la deuxième édition, c'est que mon partner Dave, il avait vu vraiment trop gros. OK? Il voulait qu'on apporte, mais en fait, on a apporté Sean Barker, qui est la plus grosse hommage, je crois, à Johnny Cash en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. Quand même un show dispendieux. Déjà qu'on était dans le trou de la première édition, écoute, aurait fallu y aller très conservateur la deuxième édition pour ce qui est des shows de musique, parce qu'en fait, c'était ça qui coûte le plus cher, les shows de musique. Mais lui décide, OK, Chris, on va inviter Sean Barker, je te dis, ça va pogner, blablabla. Fait qu'encore là, trop ébloui par sa crise de marde, je dis, OK, let's go, on le fait. Guess what?
pluie extravagante durant la fin de semaine, esti. Fait qu'il y a eu beaucoup moins de monde que prévu à Sean Barker. On était dans l'hostie de trou, OK? Puis ce qui est arrivé, c'est que le samedi, je crois, c'est là qu'il y a eu la grosse tempête. Puis moi, je signais les chèques des artistes musicaux. Puis je me demandais vraiment comment que le chèque allait passer dans le compte le lundi d'après. OK? Parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait. C'est tout moi qui signais les contrats pour les musiciens, les contrats de location de matériaux. C'est tout moi qui signais ça. Puis je savais qu'est-ce qui s'en venait, puis ça a commencé à me stresser beaucoup parce que moi, je croyais vraiment qu'on pouvait avoir tant d'entrées, mais finalement, avec la pluie, c'était plus ça pantoute. 200 000 piastres dans le trou cette année-là. C'était un crise de party, par exemple. On s'est fait du fun en esti cette fin de semaine-là, mais ça finissait le dimanche. Je vous dirais que le lundi, mardi, mercredi, quand que les musiciens commençaient à. Puis, tu sais, c'est vraiment pas drôle, là. J'ai l'air de trouver ça drôle, mais c'était vraiment pas drôle à ce moment-là, puis pour les musiciens non plus. Mais quand ils ont commencé à déposer le chèque, puis que les chèques passaient pas, là, ça a commencé à appeler en tabarnak. Puis dans ce temps-là, j'étais avec une fille de Montréal, puis j'étais allé à Montréal prendre quelques jours off parce que si le party avait été tough. Man, les appels s'arrêtaient pas. Tabarnak, mon argent, ton esti de chèque passe pas, blablabla, blablabla. Puis moi, man, dans ce temps-là, j'avais comme 23, 24, j'étais quand même jeune, puis c'était beaucoup, beaucoup de stress sur mes épaules. Mais lui, mon partner, avait décidé de fermer son téléphone, lui, prendre ça off. Puis j'essayais de l'appeler, il répondait pas, puis il me laissait gérer toute la crise de merde. Ça a vraiment été une semaine de merde. Tu sais, les pauvres musiciens qui n'avaient pas été payés, puis en plus du gros déficit qu'on avait eu, moi, j'étais resté à Montréal quelques jours. Pendant ce temps-là, le shop, il continuait de rouler le salon de barbier. Puis mon chum Bob m'appelle, il me dit là, man, là, ça n'a pas de style de bon sens. Dave, c'est un mangeur de merde, il traite mal sa blonde, il l'a ramassé au cou dans le salon. Il dit moi, je décalisse, si tu pars pas avec moi, moi, je m'en vais. J'ai dit c'est beau, j'arrive, je descends de Montréal, on prend nos affaires, puis on calisse le camp. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'en aller, de quitter ce petit shop-là, puis de réouvrir ailleurs avec mon partner Bob, le salon barbier. Le petit mongol Dave décide de faire une troisième édition. OK? À ce moment-là, je pense qu'il ne se rend pas compte de la charge de travail que c'était d'organiser tout ça de A à Z. Fait qu'il commence à vendre des boots, lui, pour la troisième édition, mais rappelez-vous, on est 200 000 dans le trou. Fait qu'il vend des boots, puis il essaie juste de patcher, lui, la deuxième édition. Il vend des boots de la troisième. Finalement, d'autres, il fait même pas la troisième édition, mais il se crisse l'argent des poches. Fait qu'il vend des boots au tatoueur, parce qu'en fait, comment que ça marche, c'est qu'un 10 par 10, exemple, dans une convention de tatou, ça vaut, mettons, 1000. OK? Fait qu'il vend, je sais pas, 50, 60 boots. Il se crisse ça dans les poches, il fait pas la troisième édition. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'au moins, à ce moment-là, j'avais crissé le camp, puis je m'étais pas remis dans la merde une autre année avec lui. Mais ça a été toute qu'une aventure avec cette personne-là. Puis tu sais, guys, je vous compte ça avec beaucoup d'humilité parce que je me suis fait avoir par beaucoup de gens comme ça parce que j'ai été très naïf en voulant souvent embarquer dans des projets trop rapidement juste à cause qu'il y avait une opportunité. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais tellement être un entrepreneur que quand les opportunités se présentaient, j'étais sûr que ça allait être la dernière. Fait que j'y prenais toutes. OK? Puis j'ai pris celle-là sans rien signer. Puis je me suis crissé les deux pieds dans le plat. Puis j'ai déçu un bon ami à moi où il m'a fait confiance, il m'a prêté beaucoup d'argent. Puis en fait, il l'a perdu parce que justement, quand que j'ai décidé de quitter après la deuxième édition, ben, on était 200 000 dans le trou. Fait que les parts, ils ne valaient plus rien. On l'a perdu. Fait que cette personne-là a perdu de l'argent. Puis ça m'a vraiment fait chier de déshonorer cette personne-là. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que la morale de cette histoire, c'est arrêter de vouloir trop sauter rapidement dans des opportunités qui semblent belles parce que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai toujours. Personne dans ta vie te donne quelque chose sur un plateau d'argent. Tout le monde veut en retirer quelque chose, puis c'est ça que je veux que vous compreniez.
Il y a rien de gratuit dans la vie, tout coûte quelque chose et souvent c'est à nos dépens, OK? Donc guys, faites attention aux crises de rats dans votre vie parce qu'ils sont plus près qu'on le pense de nous autres. Il faut rester conscient, il faut rester alerte et puis il faut rester très, très réaliste. Guys, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette émission-là. J'ai mis de l'émotion et puis je veux pas paraître frustré envers cette personne-là. Au contraire, elle m'a appris beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir passé par ce cheminement-là, ces problèmes-là, parce que j'en suis ressorti encore plus grand. Bref, faites juste pas les mêmes erreurs que moi si vous êtes capable de les éviter. Ça a coûté cher. Ciao!